qui m'a beaucoup plu, c'est l'artisanat, c'est le fait de faire des choses avec ses mains. Moi, je suis passionné par l'apprentissage. J'adore apprendre des trucs. On doit penser au personnage dans l'intégralité. C'est une problématique que je me crée moi comme un problème de maths et je dois y répondre visuellement. Maintenant, l'idée, c'est plutôt de créer un cercle de travail sain. Moi, je suis heureux quand je travaille avec des gens heureux. Donc, toi, en tant que spectateur, si tu as mon personnage fini, il faut que tu arrives à dérouler le fil, en fait. L'étape suivante, ratatouille. Gusto avait raison, tout le monde peut cuisiner. Salut Eloi, moi c'est Annika. Hello. Moi, je suis Cara Designer du coup à Ubisoft Bordeaux. Ok. J'ai commencé il y a à peine 4 ans. Et toi ? Ah oui, et c'est quoi Cara Designer juste ? Pardon, oui, c'est un terme anglais, ça veut dire character designer, c'est dessinatrice de personnages. Sur l'ordinateur, bien entendu, maintenant on ne travaille plus en traditionnel. Tout se passe à l'ordi et en gros, on fait des maquettes Ok. de personnages pour que ce soit finalisé en 3D et poussé dans le jeu. D'accord, ok, c'est bon. Et tu dessines à peu près combien de caractères par an, par exemple ? Oh, wow, c'est hyper dur comme question. On va dire que ça dépend, parce qu'il y a des personnages auxquels on va donner un peu plus d'amour que Bien sûr. d'autres. Donc, notamment les d'amour personnages. Ouais, bien sûr, Ok. plus d'amour, plus de temps, du coup. Donc, les personnages principaux, ils vont être amenés à être travaillés très, très souvent au cours de la production. Donc, on va avoir une première version, peut-être qui est faite en 2 semaines, mais pendant des mois après, il est retravaillé, parce qu'on est en lien avec la narration. Et la narration, Oui, elle bien change beaucoup. Et d'autres personnages très secondaires, voire tertiaires, en 1 semaine, c'est plié et on n'en parle plus, quoi. Oui, j'imagine. Et je vais avoir une question technique très vite. Ok, vas-y. Du coup, tu travailles que le visage ou tu travailles aussi toutes les tenues qui peuvent aller sur le personnage ? Très bonne question. Je Eh. design tout. Là, il y a regard caméra, là, tu vois. Je design tout. Alors, il y a beaucoup de liens avec les artistes 3D. Sur Mirage, notamment, moi, je suis arrivée en cours de production. Donc, c'était mon premier travail et je suis arrivée en cours de production. Et du coup, il y avait déjà pas mal de modèles 3D qui étaient finalisés, donc c'est-à-dire le corps entier. Ok. Donc, c'est arrivé très souvent que je repeigne par-dessus de la 3D. Donc, on me sort un mesh. Un mesh, c'est vraiment un objet 3D. Ok. Soit en posing, soit non. Donc, en posing, c'est qu'il fait quelque chose ou alors il est en Ouais. T-pose. Donc, vraiment, c'est une pose en T. Et que je repeigne par-dessus pour rajouter de la couleur, rajouter des motifs, rajouter des pans de vêtements, changer la pilosité, les cheveux, des coupes de cheveux. Voilà, il y a vraiment tout à faire. Du coup, c'est vraiment un va-et-vient avec cette équipe 3D parce qu'il y a aussi toutes les contraintes techniques qui arrivent. Donc, on peut avoir tant de pans de vêtements et pas plus parce que c'est très cher pour le pousser dans le jeu ensuite. Donc, par exemple, on peut avoir 3 couches de vêtements au maximum parce que plus, pour la simulation de vêtements, ça crée beaucoup de bordel visuel. Et aussi au niveau de ce que ça coûte en fait dans un jeu, parce qu'on a beaucoup de personnages à l'écran. Je voulais pas te couper, mais j'avais une blague qui Je me venait t'en en prie. tête. Du coup, vous pouvez pas faire un jeu de ski. Oh, Il y a plus de 3 couches. Il y a plus de 3 parce que couches. sinon, il fait... Bon. Bah oui, évidemment. Mais Allez, elles sont pas visibles. Elles sont pas visibles, donc tu peux plus de tricher. 3 couches visibles. Exactement. D'accord. Ok. Parce que, mais du coup, finalement, c'est une blague qui est assez constructive parce que finalement, sous le manteau, tu peux ne rien avoir. Tu peux même effacer le corps si tu veux, tu vois. Oui, c'était assez maladroit, Je j'avoue. suis pas en forme ce matin, là. Non, sous le manteau, je dis sous le manteau. Mais quand c'est des pans visibles, notamment dans Assassin's Creed, tu vois, comme on l'a ici, on a plusieurs pans de vêtements, c'est le clair. pantalon, les bottes, on a aussi tout le harnais. Au niveau du turban, c'est pareil. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et quand le personnage commence à courir, tout ça, ça bouge. Et il faut pas que ça clippe, comme on dit. Donc, les vêtements passent les uns à travers les autres. C'est pas joli. Et du coup, 3 au maximum, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est énorme déjà. Voilà. Et comment t'en es venu à faire ça ? Alors moi, j'ai un peu dévié, on va dire. J'ai commencé à dessiner très tôt, mais je me voyais pas du tout. Alors je sais pas pour toi, je te poserai la question après. Mais je voyais pas ma passion comme un travail potentiel. Donc en fait, j'avais peur que cette passion devienne une obligation plus tard et que ça me crée en fait. C'est le cas de beaucoup de personnes. Je sais. Et c'est ce que j'avais aussi comme écho. Tu vois, de voir des gens qui, soit ne trouvaient pas de travail dans ce qu'ils voulaient. On a aussi un petit peu, je pense, inconsciemment, cette notion de l'art, ça paye pas, on ne peut pas en vivre. Et finalement, bizarrement, moi, c'est mes parents qui m'y ont poussée, en voyant que j'adorais ça. Ils me disaient, mais pourquoi tu fais pas ça ? Pourquoi tu fais pas même dessinatrice de manga, dessinatrice de BD, des choses comme ça ? Mode, et c'est moi qui ai ralenti. Mode, ça t'a jamais tenté ? Parce que là, Non. tu parlais de draper, de 3 couches, etc. Effectivement, mais vraiment, ça m'a jamais
Bon, moi, attirée plus que ça. Mais effectivement, ce que je fais, c'est être fashionista pour des personnages, donc bien sûr. c'est stylé, en vrai. Mais du coup, non. Et j'ai commencé à faire un bac éco, parce que je savais pas quoi faire. Mm. Je pense que c'est le plus large, peut-être que certaines personnes se reconnaîtront. Et ensuite, après ça, après le bac, je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce que je fais encore une fois à ce moment-là? Et c'était un IUT en management international. J'ai commencé à faire ma licence ensuite. Donc, ça m'a amené à voyager beaucoup. International, tu fais quoi? Des techniques de commercialisation, des techniques de management, des Je pense que le meilleur pote langues. a fait ça. Ouais. On l'embrasse. Non, vraiment, c'est un peu de tout. Ça veut tout et rien dire. En gros, c'est pour devenir autant. Tu peux devenir vendeur, comme devenir démarcheur commercial. Tu peux devenir ambassadeur de marque. Vraiment, tu peux Ouais, c'est faire un de peu tout. couteau suisse de. Exactement, mais en même temps, c'est très large et très peu spécialisé, du coup. Et j'ai fait une année d'Erasmus, parce qu'il devait être un an d'Erasmus, du coup, en Allemagne. J'en suis revenue après 4 mois. Non Ok. seulement parce que il y avait la barrière de la langue quand même. Ça parlait beaucoup anglais, ça parlait allemand. Et du coup, quand on apprend en français, on l'apprend différemment dans une autre langue. Et ça a tout de suite créé quelque chose de beaucoup plus difficile. Ouais. Et donc, c'était cette barrière-là. Ça m'a mis un gros stop en me disant, en fait, ce que je fais, j'aime pas assez pour réviser vraiment. Ok, Et du coup, marrant. là, vraiment, je me suis dit, et c'est qu'il y a un souci, c'est vraiment, j'ai pas la motivation, alors que je suis dans un super endroit, l'éducation est de qualité, il y a une atmosphère qui est géniale pour tout étudiant. Et pour le coup, je me suis arrêtée là. Et je suis rentrée, j'ai appelé mes parents en me disant, j'ai déménagé il y a 3 mois en Allemagne, mais là, il faut que je revienne parce que je sais que c'est pas ce que je veux faire. J'avais une amie qui était à l'ECV, donc une école de communication visuelle. Je me suis dit, elle en parle avec des étoiles dans les yeux, tu vois, cette amie qui sait cette école-là, pourquoi pas tenter? Moi qui voulais me reconnecter aussi à cette passion. J'ai commencé et j'ai fait finalement 5 ans dans cette école en Trop bien. cinéma d'animation, pas en jeu vidéo. Et donc, j'en suis sortie l'année juste après le Covid en 2021. Donc, on sait tous que c'était un petit peu difficile. Il y a eu beaucoup de stops qui ont été mis, notamment au niveau des frontières. Ça recrutait plus à l'international. En France, c'était plus ralenti aussi. Et finalement, j'ai eu un prof qui s'appelle Jean-Luc Sala, qui était mon prof de Cara Design, justement, qui est devenu directeur artistique sur Mirage. Et donc, je l'ai contacté, D'accord. je lui ai envoyé mon portfolio pour un stage qui a duré 3 mois. Et ensuite, j'ai été prise en CDD, CDI. Et donc, ça fait maintenant 4 ans et demi. Félicitations. Merci. Comme quoi, le réseau, ça fonctionne. Hein. C'est hyper important le réseau. Ouais. Mais du coup, on a beaucoup parlé de moi. Comment toi, t'en es arrivé à la cuisine? Parce que t'as dû commencer très tôt aussi, je suppose. Oui, c'est vrai, je me suis même pas présenté. Bonjour, c'est Wes Spinner. Oui, moi j'y suis arrivé très tôt, mais moi j'y suis allé un peu en fuite, c'est-à-dire que j'ai passé un collège catastrophique et du coup j'avais besoin de sortir de ce parcours scolaire classique et j'ai fait un stage en pâtisserie, un stage en cuisine, j'ai trouvé ça trop bien et surtout en fait... Au collège déjà? Ok. tu sais, les stages de 3e et les stages de 4e. Les 2 semaines là? Ouais. Mais tout de suite, ça m'a tout de suite plu. En fait, je l'ai compris beaucoup plus tard, mais ce qui m'a beaucoup plu, c'est l'artisanat, c'est le fait de faire des choses avec ses mains. Et en fait, c'est des milieux qui sont, de un, très créatifs, parce qu'il y a une multitude d'aliments, une multitude de techniques. Et en fait, moi, je suis passionné par l'apprentissage. J'adore apprendre des trucs. Ouais. Et en fait, le fait d'aller dans plein de restaurants te permet d'apprendre plein de choses. Et donc, en fait, c'est ça qui a été mon moteur pendant mes 7 premières années quand j'étais à l'école Ferrandi. Mais du coup, pour revenir juste au début, parmi tous les métiers justement manuels, artistiques ou artisanaux que tu pouvais choisir, pourquoi avoir pris la pâtisserie? Alors, c'est la cuisine, mais mes parents étaient plutôt issus de filières scientifiques. Ouais. Et on n'avait pas de connaissances, je sais pas, en ébénisterie. Et en fait, tu vois, au moment où je fais ces 2 premiers stages, le premier stage, c'est vraiment boulangerie-pâtisserie. En fait, je me rends compte que boulangerie, même si c'est un métier qui est très complexe et très technique, je me rends compte qu'en fait, façonner des baguettes toute la journée, pour moi, c'est trop répétitif. Ok. Et la pâtisserie, le côté peser, la créativité vient beaucoup plus tard, parce que tu as vraiment une part où tu dois peser, faire une recette, c'est très précis. Sérieux, ouais. Et donc, en fait, il y a moins cette part de créativité qu'en cuisine quand t'es novice. D'accord. Oui, ça s'apparente presque plus à une science qu'à un art, tu dirais? Enfin, tout est science, j'ai envie de te dire, mais
Mais non, non, et puis t'as une vraie forme d'art, mais quand t'es à très haut niveau, tu vois, il y a des pâtissiers comme Amaury Guichon qui font des sculptures C'est absolument vrai. sublimes en sucre, en chocolat, etc. Mais il faut avoir un niveau d'expertise qui est énorme, Ouais, que tu ne peux pas avoir du haut de tes 13 ans effectivement. quand j'ai commencé à l'école. Effectivement. Voilà. Et du coup, Enfin, on était à l'école ouais, Ferrandi, j'ai fait 7 7 ans ans. à l'école Ferrandi. Ensuite, je suis passé chef quasiment tout de suite. Le cursus dure 7 ans à l'école Non, en Ferrandi? fait, j'ai fait 3 formations différentes. Ah ouais, ok. Parce que bah, mes parents, justement, ils sont issus plutôt de la filière scientifique et pour eux, et, et je le regrette absolument pas, c'était important d'avoir un certain nombre d'années d'études et donc je suis allé jusqu'au bac+3. D'accord. J'ai fait une classe préparatoire à l'apprentissage, donc qui était vraiment du pré-apprentissage, où c'était un système de stage, t'as pas le droit de travailler en France avant tes 15 ans. Mhm. Ensuite, j'ai fait un bac pro et ensuite j'ai fait une licence. D'accord. Et ensuite, je suis passé chef quasiment tout de suite parce qu'après 7 ans d'apprentissage, j'en avais un petit peu marre Bah, t'as envie de d'être en bas de faire, quoi. l'échelle. Ouais. Ouais. Et d'abord dans un petit restaurant où on était 4, et ensuite dans un plus gros restaurant qui était où j'avais une équipe d'une vingtaine de personnes. Ah ouais, assez jeune, du coup. J'avais 23 ans quand je l'ai eu, Ouais. mais bon, j'ai appris un peu à la dure tout au long de ma carrière, dans le sens où en fait, je pense que je prenais des postes un peu surdimensionnés pour moi. Donc, Comment tu gères la pression, du coup, à ce moment-là? Parce que t'arrives, t'as 23 ans, t'as peut-être des gens qui sont beaucoup plus âgés sous tes ordres, du mmh. coup. Ah bah, quand je suis arrivé à ce poste-là, on pensait que j'étais en essai pour commis alors que j'étais en essai pour chef. Mais bah, en fait, quand à cet âge-là, je pense que tu répliques beaucoup ce que tu as vu avant, et tu répliques pas forcément bien. Donc j'ai appris sur le tas en fait. Et, après mon premier poste de chef, j'ai fait je suis rentré un peu dans la réserve opérationnelle dans l'armée D'accord. parce que j'avais besoin de voir quelque chose de différent. Ah ouais, sacrément différent, ouais. Bah non, parce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui comparent la cuisine à l'armée. J'ai jamais entendu cette C'est comparaison. vrai? Ah non, Non. mais je te jure, c'est un truc, c'est genre la cuisine c'est militaire parce que tu as un système pyramidal, parce qu'on appelle ça une brigade comme dans C'est l'armée. vrai, ouais. Et, ce qui est Parce que c'est intéressant. assez strict aussi en cuisine ou pas du tout? Ça, c'est encore autre chose? Alors, c'est strict en cuisine. Enfin, c'est pas aussi simple que ça parce qu'en fait, tu as ce qu'on appelle le service, qui est le moment où les gens mangent. Et au-delà d'être strict, tu as une forme de pression parce que tu as en fait t'as un temps donné à table. Ouais. Les clients, ils sont pas l'éternité pour manger. Donc, tu as une forme de pression que tu ressens à tous les services. Donc, ça veut Mmh. dire potentiellement midi et soir. Et donc, ça a créé un milieu qui a été dur pendant longtemps, qu'il est encore dans trop de restaurants, mais où en fait, le gros défi, c'est de rendre le milieu beaucoup plus sain. Ouais, je suppose. Bah, ça, en tout cas, nous, c'est ce qu'on essaie de faire dans notre. C'est ce que j'ai cru En voir, ouais. gros, le milieu de la restauration est un milieu qui a été longtemps malade, qui l'est encore un petit peu. Et nous, chez Bonalois, on essaye de transmettre un management et une manière de travailler différente. Et ça, on le co-construit avec nos équipes. Donc, il y a la partie cuisine, où en fait, pendant moi, toute ma première partie de carrière, j'étais drivé par l'envie d'être triplement étoilé, meilleur ouvrier de France Mmh. et de multiplier les médailles. Là où maintenant, l'idée, c'est plutôt de créer un cercle de travail sain pour moi et pour mes équipes. Mais surtout on travaille pour soi. Donc, moi, je suis heureux quand je travaille avec des gens heureux. Donc, il a fallu assainir tout mon, euh, tout mon cercle de travail. Et c'est ce qu'on fait avec Benoît, mon associé, sur Ouais. Bonal. Ouais, puis il y a d'autres choses aussi, j'ai l'impression, qui te parlent quand je regardais tes restos, du coup, Mm. donc colère, orgueil, et cetera, envie. Il y avait aussi cet aspect, non gaspillage, donc c'est un peu dans Ouais, la même veine de vouloir mais améliorer tout ça? c'est vraiment ça le cercle sain. Ouais, Ça passe par les chartes. Enfin, c'est vraiment ce qu'on appelle la RSE, donc aussi bien l'écologie que le management, ouais, et tout ça, c'est un travail de longue haleine. On apprend en marchant parce qu'on a on a un groupe de 3 restaurants.
Mais plus en fait tu te développes, plus tu peux aller loin sur certains sujets. C'est ça qui est passionnant. Tu vois. Euh, je sais pas, là, le gros enjeu ces derniers temps, ça a été de travailler sur le poisson, parce que si tu veux, la surpêche est On en quelque entend chose parler, ouais. de dramatique pour les océans. Donc on a dû changer de fournisseur de poissons, parce que nous, ce qui nous drive, et le seul label auquel on fait attention, c'est Écotable. D'accord. Écotable, qui est en fait un label qui sensibilise les restaurants qui sont sains. Typiquement, ils avaient une réglementation où en fait, il fallait pas de bateaux de plus de 7 mètres, parce que sinon, c'est des bateaux qui dégomment les fonds marins. Et notre fournisseur de poissons avait des bateaux de 8 mètres. Donc, tu vois, ça a été un choix difficile, parce que c'est quelqu'un avec qui on travaillait depuis plus de 8 ans. Mais du coup, tout ça, tu l'as appris en posant des questions Ah oui, ou c'est c'est ça. quelqu'un qui L'idée, est c'est venu ça. t'informer? Moi, mon job maintenant, c'est vraiment gérer des problématiques qu'on rencontre, et aller plus loin sur des sujets, et comment on fait ça. Ça C'est implique vraiment, d'être hyper renseigné, du c'est coup, sur vraiment ce genre de choses. oui, Sur mais justement, l'écologie, sur... comme je t'ai dit, moi, j'adore apprendre des Ah trucs, ouais, donc c'est absolument parfait. ouais. Moi, on est vraiment en R&D constante, mais c'est ça sur les vidéos que je fais sur YouTube avec mon équipe. C'est ça sur les restos, c'est ça sur le management, c'est ça sur les produits. Enfin, mon métier, c'est apprendre des trucs et essayer de faire un micmac pour que rentrer dans les restaurants ou dans les vidéos pour que ce soit sain. Ça te prend quand même un sacré temps, je suppose, parce que entre, du coup, les vidéos, les interviews, l'élaboration Honnêtement, de nouveaux ouais. restos, des menus, des trucs... Enfin, je sais pas si c'est toi qui fais les menus, du coup, dans tes restaurants. Alors maintenant, je fais les carcasses de menus. Donc Les typiquement, carcasses de menus. C'est-à-dire... c'est-à-dire que on veut une expérience client. Parce que en fait, comme pour le jeu vidéo, c'est un univers créatif qui est hyper global, parce que ça englobe tout, le visuel. Enfin, c'est pas. Je termine beaucoup pas mes phrases ce matin. J'ai bu trop de café, je pense. T'inquiète. Ce qui touche à l'univers créatif, c'est souvent c'est souvent ce qui va toucher les sens. Ouais. Dans le jeu vidéo, ça touche Le tous les sens sauf le visuel, goût. l'auditif. Ouais, le toucher un petit peu. Non, le goût, sauf le goût. Oui, oui, sauf le goût, mais je veux dire, je réfléchis aux autres Ouais. sens. Du coup, le toucher, effectivement, la manette, c'est vraiment beaucoup visuel et auditif, je dirais. Et très peu olfactif aussi, du coup. Oui. Parce qu'on a beaucoup plus dans la Non, cuisine. c'est vrai. Là où en fait la restauration, c'est aussi un truc très global, parce que t'as Effectivement. beaucoup de sens qui sont touchés. Tu vas voir le toucher sur le fauteuil, le goût, et donc Ouais. en fait, faut rien laisser au hasard. Faut rien laisser au hasard si tu veux avoir une expérience client nickel. Donc nous, Donc, c'est à ça que tu penses quand tu fais ta carcasse de menu, justement? en fait, c'est pour ça que la thématique des restaurants sont les 7 péchés capitaux, parce qu'en fait, ça te pose un décor créatif, Mhm. mais derrière, nous, on en fait ce qu'on veut. Donc, comment tu transmets la colère par le goût? Nous, on a décidé de travailler sur le piment. Comment tu le travailles sur la vision? On a choisi des couleurs chaudes. Comment tu travailles sur la matière? On a choisi un seul craquelé. Mhm. Donc, c'est pour ça qu'on a cette thématique des 7 péchés capitaux. Ok, super intéressant. Ça allait être une de mes questions aussi, de pourquoi avoir choisi ce thème-là, mais du coup, ça s'explique Ah oui, aussi. l'idée, c'est vraiment de pouvoir se créer des univers créatifs. L'idée, c'est vraiment qu'on soit libre sur nos univers créatifs. Et ce que je voulais dire, c'est que tu vois, on a ouvert Colère d'une manière, mais on aurait pu l'offrir de 3 manières différentes. C'est-à-dire? En fait, quand on travaille avec nos DA sur l'ambiance du restaurant, elles viennent avec une palette de 8 colères différents. Et soit on les mixe, soit on en choisit un. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a toujours, généralement, au moins 3 scènes créatives différentes. À savoir, on a un resto dans le resto qui s'appelle le théâtre chez Colère et le speakeasy chez Orgueil. Ouais. Et en fait, c'est ça qui nous permet d'être anti-gaspi. Parce qu'en fait, on utilise les parties les moins présentes des produits qu'on commande pour faire un menu. C'est là où je te parle de carcasse de menu. Ouais. Les parties les plus présentes sont utilisées sur la partie bistrot. D'accord. Donc où il y a le plus de personnes, etc. Parce que c'est les parties les plus importantes. Je vais te donner un exemple plus concret, ce sera peut-être un peu plus simple. Un cochon, quand on le commande. Beaucoup de restaurants travaillent uniquement une partie. Ça va être l'épaule, ça va être le jambon, etc. Ouais, effectivement. Nous,
pour ces raisons RSE, on a décidé de travailler uniquement les carcasses entières. Parce que la grosse problématique des éleveurs, c'est de vendre les parties que les gens apprécient le moins. Préfère, oui. Et donc, Oui, nous, on parce qu'ils fait. se retrouvent avec ça sur les mains. C'est ça. Et donc, nous, on achète que des carcasses entières. Donc, l'éleveur, il se pose même pas la question de comment je vais vendre ça. C'est notre travail de cuisinier de transformer ça. Et donc, on va avoir les parties les plus présentes, comme justement le jambon, qui vont aller sur la partie bistrot, et les parties les moins présentes, comme le carré, qui vont aller sur la partie théâtre. Théâtre, ouais. Le carré, c'est les côtes, mais c'est ce que tout le monde mange en général. Et donc, au début, ça, c'était sur Orgueil. On l'a fait aussi sur Colère. Et maintenant, avec l'arrivée d'Envie, qui est un restaurant de buffet à volonté, on peut même faire de la passation inter-resto. Ah ouais. Parce que ça marche parce qu'ils sont pas trop éloignés les uns des autres? Oui, ils sont tous à 10 minutes en vélo. Ouais, En fait, on a un vélo cargo réfrigéré qui fait le tour des, Très pratique, des restos. C'est surtout super important. Parce qu'il faut vraiment prendre en compte que l'éleveur, il n'est pas logisticien. Lui, son travail, c'est d'élever des cochons qui soient bien élevés et qui soient bons à la bien fin. sûr. Et donc, si on peut les aider sur la partie logistique, on le fait. Comment on crée nos menus? On part d'une problématique. Ouais. Comment on traite l'intégralité de notre cochon, par exemple. Donc, on sait qu'on va mettre, je sais pas, la poitrine chez Envie et les jambons chez Envie. On va mettre les carrés chez Colère, donc il faut qu'il y ait une belle mise en avant du carré chez Colère. On va mettre les épaules chez Orgueil parce qu'on a des croquettes de cochon. Et la tête, on va la mettre en plat du jour dans un resto. Je trouve que c'est un sacré travail d'organisation, ouais. Et c'est ça qui est passionnant, en fait. Mais du coup, une fois que tu as ces carcasses de menus, c'est tes chefs ensuite qui font les menus à la semaine ou à la journée, je sais pas comment ça fonctionne. Alors, en fait, tu as deux typologies de menus. Donc, tu as le menu bistrot, dont je te parlais. Ouais. Et le menu du buffet à volonté, qui, eux, sont plus ou moins... qui ont une partie intersaison et une partie saisonnière, puisqu'on suit évidemment les saisons. Donc, tu as cette partie intersaison qui ne bouge pas. La partie des saisons, là, pour le coup, les chefs ont plutôt quartier libre. Ils nous proposent des plats. Ou alors, ils proposent des garnitures. Typiquement, la garniture de la côte de cochon de Colère change au fur et à mesure des saisons. Ok. Et donc, ensuite, quand tu as fait ce gros du menu, qui est les menus bistrot et le menu du buffet, tu te retrouves toujours avec des petits résidus de parties de produits ou le fournisseur qui t'appelle qui dit ouais, j'ai ça qui est en train de s'abîmer, est-ce que vous voulez le prendre? Et avec ces menus-là, et avec ces produits-là, on fait la carte du théâtre et du speakeasy. D'accord. Donc, le théâtre, c'est 15 couverts tous les soirs. Ah oui, ça c'est réduit, le speakeasy, c'est 10 couverts tous les soirs. D'accord. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser les éléments les moins présents ou les éléments qui restent pour faire ces menus. L'anti-gaspi, c'est pas juste cuisiner les épluchures. Nous, on a essayé de pousser ça plus loin, c'est justement travailler l'intégralité de la carcasse. Comme ça, au lieu d'être anti-gaspi sur ce que tu reçois, tu es aussi anti-gaspi directement chez l'agriculteur qui t'a produit le produit. Ouais, ok. Là, tu parles du coup de cuisine française, la plupart du temps. On a toujours une base de cuisine française. Moi, j'ai Ouais. une formation de cuisine française. Maintenant, on vient la métisser soit avec une technique d'ailleurs, soit avec un produit d'ailleurs. Typiquement, le Colère, c'est du piquant à la française. Donc, on a une base de cuisine française, mais tu auras toujours du piment. En ce moment, tu vois, on a une mousse au chocolat au piment. Est-ce que c'est parce que la cuisine française est assez large ou qu'elle t'inspire particulièrement d'une certaine manière que d'autres cuisines ne font pas, par exemple? Honnêtement, toutes les cuisines m'inspirent. Ouais. Franchement, toutes les cuisines, quand elles sont bien faites, sont délicieuses. Mais pour le coup, tes 7 restaurants, du coup, dans l'optique, tu vois, d'avoir les 7 péchés capitaux, seraient axés sur la cuisine française? En fait, on va aller travailler un peu plus sur un concept différenciant comme le buffet. Ouais. Plutôt que sur une typologie de cuisine différente. Après, tu vois, le buffet à volonté, on pourrait faire des envies avec une adaptation de cuisine chinoise, une adaptation de cuisine... C'est moins notre domaine de compétence, donc peut-être qu'on le fera dans 10-15 ans, mais pour l'instant, on a déjà assez à faire avec la cuisine française. Ouais. Et toi, tu as déjà dessiné un chef? Un chef cuisinier? Non, je crois pas. Non, je crois pas.
Alors, pas pour Ubisoft, ça c'est clair, parce que sur Assassin's Creed, malheureusement, il n'y a pas de chef Kiso qui ont été Trop bien. représentés. Regarde. Oui, bien sûr, et effectivement, on pourrait s'inspirer de ça. Dans mon côté Pitié, perso non Ubisoft. plus, je suis désolée. Pas de chef Kisto à l'horizon pour l'instant. J'avoue être plus inspirée par des choses plus fantastiques que réelles. Je pourrais faire un cuistot peut-être d'un autre monde ou quelque chose comme ça, bien entendu. C'est juste quelque chose à laquelle je n'avais pas encore pensé, tu vois. Ok. Dans un futur proche, peut-être. Mais là, tu parles d'inspiration fantastique. C'est quoi enfin, tu t'inspires de quoi? De plein de Parce choses. que Alors, tu m'as dit avant l'interview que tu jouais pas aux jeux vidéo, du coup. ah oui, Non, effectivement. c'est pas grave. Effectivement, Mais comme je te disais, je viens du cinéma d'animation et c'est mon premier amour. Franchement, Mm. c'est là-dedans que je me voyais de base. Je suis très heureuse dans le jeu vidéo maintenant parce que ça permet aussi une autre vision. Mais de base, c'est plutôt les séries, les films, les livres aussi qui m'ont beaucoup aidée dans la création de l'imaginaire. Je pense que, alors déjà, étant enfant, tu vois, j'ai eu beaucoup de moments où, je veux dire, je me suis ennuyée. C'est pas du tout dans une mauvaise chose, c'est juste que ça m'a laissé le temps justement de développer ça, d'aller chercher des choses qui vont assouvir ma curiosité, un petit peu comme toi, ma soif d'apprentissage. Et tout ça, ça a permis de m'évader un petit peu dans d'autres mondes, on va dire. Ok. Et je pense que je me sens un peu restreinte, je pense, si je reste dans un monde réel, dans un monde qu'on connaît. Et donc, évidemment, ma première inspiration, c'est Hayao Miyazaki, qui a su créer des mondes qui sont un petit peu à la lisière. Donc, des mondes réels et des mondes, du coup, imaginaires. Et ça marche très bien. Personnellement, j'arrive rarement à le faire, d'avoir et le réel et l'imaginaire qui se côtoient. Donc, je préfère avoir des mondes différents à part entière. Si tu avais un univers comme ça à créer, tu ferais comment? Quelle serait ta méthode de création pour créer un monde où tu pars du réel et tu vas vers l'imaginaire? Alors moi, étant cara designer, Mm. je vais plutôt parler en personnage. Mm. Un univers, c'est très, très long à produire, à imaginer parce qu'il y a plein de choses, où il faut penser à la logique aussi. Mm. Si je propose ça, il faut qu'il y ait ça. Par exemple, une sorte de magie, si on prend Harry Potter, par exemple, OK, ça passe par des baguettes magiques. Est-ce qu'il y a aussi d'autres moyens d'utiliser la magie? Est-ce qu'il y a des objets magiques? Est-ce que les personnes ont elles-mêmes de la magie, dans les mains, et cetera? Donc c'est des choses beaucoup plus complexes à créer que juste un personnage en one shot comme ça. Bien sûr. Pour le coup, il y a plusieurs sources d'inspiration. Donc, il y a l'inspiration propre. J'ai envie de faire ça parce que je viens de faire une activité en lien avec ce personnage-là. Donc, j'avais fait pendant mes études un personnage champignon, par exemple. J'avais été inspirée, tu vois, dans la saison, etc. Euh, Ça peut être un livre que j'ai lu et je vais illustrer le personnage qu'il y a. Donc, pour le coup, là, c'est pas mon univers à moi, c'est juste un univers que je vais illustrer. Sinon, globalement, on doit penser au personnage dans l'intégralité. Donc, qui est-il? Son âge, bien entendu, il faut que ça se voit. Son ethnie, son métier, tout ça, en fait, c'est une problématique que je me crée moi comme un problème de maths et je dois y répondre visuellement. Ok. Donc, toi, en tant que spectateur, si tu as mon personnage fini, il faut que tu arrives à dérouler le fil, en fait. Tu vas dans l'autre sens. Donc, savoir, OK, ce personnage, il fait ce métier, ce personnage a à peu près cet âge-là, ce personnage a ce rôle, est-ce que c'est un méchant, un gentil, tu vois, pour faire simple. Il est dans ce genre de monde parce que j'ai l'impression que, je sais pas moi, il y a un peu de SF sur lui. Enfin, tu vois, il faut que tu arrives à déceler tout mon processus narratif à la fin. Mais ça moi, ça m'entraîne une autre question, c'est du coup, est-ce qu'on te donne une espèce de fiche technique, il nous faut ce type de personnage? Ou c'est toi qui proposes des personnages et ensuite vous les calez où Ah, vous pouvez? alors professionnellement, bien entendu, c'est pas moi qui Mmh. les propose. Dans mon espace Mmh. personnel, je suis libre de Ouais, faire bien ce que sûr. je veux, donc c'est moi qui Ouais, me bien crée sûr. mes petits pitchs. En freelance, c'est pareil, c'est parce que je fais un peu de freelance aussi sur le côté, donc c'est des personnages qui sont déjà écrits. C'est Mmh. très très rare qu'on ait l'opportunité de proposer des personnages à part entière. Jusqu'à présent, ça m'est pas arrivé, je t'avoue. On va voir du coup, c'est vraiment ce qu'on appelle une backstory, donc l'histoire de ton personnage. C'est vraiment une petite fiche type où tu vas voir déjà le nom, qui va être amené à changer 1000 fois, mais un premier nom. Mmh. L'âge à peu près, comme je te disais, l'ethnie est très importante parce qu'au niveau du visage, au niveau de la Mmh. corpulence, ça change beaucoup de choses. Son rôle dans l'histoire, est-ce qu'il va être important ou pas d'ailleurs? Donc pour savoir combien de temps on a pour le designer. En moyenne, Heu, c'est combien de temps? Encore une fois, Ah ça bah non, dépend juste du personnage. OK, Ouais. sur un personnage secondaire. Un personnage secondaire, on peut le finir en 1 semaine. OK.
Et pour des personnages plus longs, ben, je pense que c'est 1 mois, potentiellement. Et encore là, je te parle pas de personnages à faire en entier. Là, je te parle de personnages qui sont quasi déjà faits, donc on va dire plutôt des tenues. Donc tu vois, si OK. Bassim, demain je dois aller faire une nouvelle tenue, ça peut durer jusqu'à 1 mois, parce qu'on a non seulement la tenue à faire, mais on a aussi, les armes pour chaque tenue à redesigner et on a parfois des montures à faire en fonction des sets d'armes ou des sets Oui. d'équipements. Et donc, ça prend beaucoup de temps aussi. Donc, il faut que ça passe par des validations avec le directeur artistique, que ça passe par des validations avec les historiens aussi, parce qu'on est en lien avec eux. Il y a des motifs qu'on ne peut pas utiliser, des couleurs qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Donc, tout ça, c'est force Ah, d'apprentissage aussi. c'est marrant ça. Ouais, il y a beaucoup de choses qui n'existaient pas en l'an 800 à Bagdad, mais ouais, qu'on ne peut pas utiliser. Et d'autres choses voilà, qu'on apprend. À cette époque-là, en fait, finalement, il y avait déjà des espèces d'automates, des espèces de petits robots. Mmh. On n'y penserait pas, on pense que c'est un peu SF. Et en fait, ça existait déjà. Et donc, on peut jouer avec ces, Alors ces attends, petites attends, choses-là. attends. Quoi? Ouais, Qu'est-ce il y avait déjà des petits automates qui existaient. Alors, c'est pas des. quel type d'automate? Parce que Bah, automate, c'est quand même, ouais, des petites fontaines, des ah boîtes oui, qui s'ouvrent, tu vois, des vraiment, mais automatisées. Donc, qui OK, ne fonctionnent pas à l'électricité, mais mécaniques. OK. Et c'était quelque chose d'hyper détaillé. Enfin, Bagdad, c'était Mmh. la ville lumière, en fait. À ce moment-là, Bien il y sûr. avait beaucoup de cultures de représentées, très, très cultivées comme Mmh. civilisation. Et finalement, ça a fait une émergence de savoir incroyable, en fait, à cette période-là, qui a été perdue. OK. Mais c'est des choses voilà, desquelles on peut s'inspirer, en tout cas, pendant la création, de se dire, OK, on peut aller plus loin que ce qu'on pensait. Mais du coup, comment tu t'inspires de choses qui ont disparu? Ah, c'est difficile. C'est difficile. En fait, on va dire que nous, on a le beau rôle en tant qu'artiste parce qu'on arrive après que le travail soit déjà fait en partie. Mmh. Donc, il y a le directeur artistique, les directeurs créatifs, animation, tout ce que tu veux, tous les directeurs Mmh. qui se sont déjà mis ensemble pour discuter de ce qu'ils veulent voir et de ce qu'ils ne veulent pas voir. Donc, on a généralement des PDF, des do's and don't, donc des choses qu'on doit faire, qu'on doit représenter et des choses qu'on ne doit pas représenter. Et ensuite, il y a les historiens qui font preuve on va dire de guides d'authenticité, qui nous mettent en place des petits mood boards de choses qu'on a le droit de montrer et des choses qu'on n'a pas le droit de montrer. Donc, comme je te parlais, c'était des motifs, des couleurs. Donc, au début, quand on commence un projet, c'est très dur pour le cerveau parce que il faut effacer tout le projet d'avant et recommencer à zéro pour le nouveau projet et se redire, OK, ça, j'ai plus le droit de le faire, ça, j'ai de nouveau le droit de le faire. Euh, je pense au passage sur Shadows, du coup, Close Up Awaji, où c'est pareil, enfin, on faisait un bond en avant dans l'histoire, on n'était pas du tout au même endroit géographiquement, et du coup, on reprend ces documents-là, donc les do's and don'ts, les mood Mmh. boards, les nouveaux historiens, du coup, avec lesquels on travaille. Et bien sûr, il y a le directeur artistique qui valide chaque étape de création. Donc, nous, même si on fait une erreur, il y a quand même plusieurs étapes, plusieurs portails à passer avant que ce soit validé D'accord, pour la suite. tu il y a tellement de travail sur un dessin, j'imagine, que tu ne peux pas, proposer 3 pistes différentes? Ah, alors ça, si, en fait, chronologiquement, ça marche. Parce qu'au début, on ne propose pas une version finale. On va d'abord faire des sketchs, Mmh. donc des croquis très, très rapides. Ça peut être en trait, Mmh. ça peut être avec des photos bâches qu'on a, ça peut être avec juste des aplats de couleurs très rapides. Donc, on va travailler sur la shape, donc Mmh. du personnage en entier. Est-ce que c'est quelqu'un de musclé? Est-ce que c'est quelqu'un de grand? Est-ce que sur euh, je sais pas, sur les thèmes de chaque tenue, on Mmh. peut rajouter des choses, en enlever de ce qu'on avait avant. Mais tout ça, c'est très rapide. On va dire, en une journée, on peut avoir déjà plusieurs propositions de personnages. Enfin, pour un même personnage, hein, Mmh. j'entends. Quand on n'a pas besoin de trop travailler le visage, de travailler l'archétype. Ensuite, il y a déjà une première validation. On peut faire des mix entre tous ces sketchs, justement. Si le directeur artistique nous dit j'aime bien le haut de celui-là, j'aime bien la capuche de celui-ci, j'aime bien les bottes de celui-ci, j'aime bien la jupe de celle-ci. Hop, mix and match. Tu refais une deuxième passe, OK. tu reproposes, et ainsi de suite. Et après, tu vas commencer à rajouter la couleur, à rajouter les textures. Et ensuite vient la période du rendu. Donc là, effectivement, il n'y a plus besoin de réfléchir, il y a juste besoin de faire. Toutes les validations ont été faites par le passé. Le personnage, tu sais à quoi il va ressembler. Maintenant, il faut juste le montrer aux équipes qui vont suivre pour la production. Donc, comme je te disais, les caractères artistes qui vont créer en 3D le personnage, les animateurs, etc. Donc, nous, notre seul rôle, on va dire, c'est de tenir compte de leurs contraintes techniques. Parce qu'en 2D, tout est possible, hein. Tu peux faire des armures, des Bien sûr. épauliers incroyables, sauf que quand ton assassin, il va lever les bras pour monter,
les épauliers, ils vont lui rentrer dans la tête, tu vois. Donc, il y a quand même beaucoup de contraintes à ces niveaux-là. La ceinture, c'est pareil, il faut quand même que tu puisses bouger avec. Toi-même, tu sais. Donc, c'est pas mal de contraintes quand même. Quand vient le rendu, il faut juste que ce soit joli. Donc, tu fais une vue de face, une vue de dos, l'arme. Et s'il y a besoin de détails particuliers, si tu as rajouté quelque chose sur la ceinture, tu fais un close-up, donc un zoom en fait sur la ceinture et tu expliques comment c'est fait. Donc, nous, on est vraiment comme des... Je sais pas s'il y a un ingénieur qui fait ça, mais vraiment, il est censé expliquer comment c'est censé fonctionner. Tu vois, D'accord. pour qu'il y ait Et plus de ça, c'est quoi? questions C'est par une la suite. description ou tu fais plusieurs dessins? Alors, il peut y avoir des descriptions. Tu peux aussi mettre des références visuelles. Donc, tu aurais pris d'un mood board, donc une photo que tu as trouvée. Tu dis, ça, c'est cool, je vais la retravailler, mais je vais quand même lui mettre la base de ce que j'avais trouvé. Et normalement, ton dessin est censé se suffire à lui-même dans le meilleur des cas. Si c'est pas le cas, tu auras toujours un va-et-vient entre les équipes. De toute façon, c'est pas juste j'ai fini, je te le donne et je retravaille plus. Ok. Il y a toujours un système de va-et-vient quand c'est nécessaire. Et tu as un rôle de validation derrière sur ce que les équipes suivantes font? Personnellement, non. D'accord. Moi, je peux être force de proposition à mon niveau. Donc, par exemple, je vais recevoir une backstory justement d'un personnage et je me dis, OK, est-ce que ça pourrait pas changer? Est-ce qu'on pourrait pas pousser plus loin? Est-ce qu'on pourrait pas modifier? Je suis entendue ou pas. Il y a toujours des justifications. OK, ça, on peut le prendre, ça, non. Mais du coup, ça va s'arrêter à mon rôle. Pour la suite, je peux peut-être juste en parler avec les caractères artistes qui arrivent juste après moi. Et je suis reliée à leur équipe, en fait. Je suis dans leur équipe de base. Quand je dis, OK, il y avait ça sur la 2D, je pense qu'on peut peut-être la modifier un petit peu sur la 3D. Et l'inverse est très vrai aussi. Par contre, dès que ça touche à l'animation, j'ai plus rien à dire. Oui, Ou bien dès sûr. que ça touche à la technique, Et j'ai plus rien à dire. tu t'es déjà dit, genre, t'as envoyé un 2D et t'as vu le rendu 3D, tu t'es dit, ah, c'est encore mieux que ce que je pensais ou Bien c'est moins sûr, bien que ce que je bien pensais? sûr, heureusement. Ok. Alors, heureusement dans le bon sens, du Ouais. coup, pas dans l'autre sens. Il y a, je trouve que la 3D, ça apporte toujours quelque chose de plus à ton personnage. Tu vois, quand tu l'as en 2D, bah, il est là, il bouge pas, il est sans vie. Dès que tu l'as en 3D, déjà, tu peux commencer à tourner autour, même quand il n'est pas animé. Ouais. Donc, tu tournes autour comme ici, tu vois. Et c'est quelque chose que tu Ouais. n'as pas forcément comme en visualisation en 2D. Il y a parfois même des petites erreurs, tu vois. Tu te dis, OK, ça, je l'ai fait en 2D, mais en fait, en 3D, ça peut même pas fonctionner, c'est pas logique. Donc, c'est aussi pour ça que je te dis le va-et-vient. Je suis souvent agréablement surprise. Je crois que j'ai jamais vécu l'inverse où je me suis dit, mais en fait, c'est moche, ou en fait, ça colle C'est pas. très vilain. C'est très vilain. Non, ça, c'est jamais arrivé. Mais parce qu'on a aussi des gens très talentueux, tu vois, dans les équipes. Donc, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas parce que c'est juste à la hauteur, en fait. Ok, très clair. Et l'animation, c'est pareil, tu vois, ça apporte le mouvement. En fait, plus tu vas vers la fin du jeu, plus ça embellit, en fait. Logiquement. Tu as les FX en plus qui se rajoutent après, les effets spéciaux, les simulations de vêtements, tu as le vent qui arrive, etc. Non, franchement, c'est cool. Hein, à voir toute la progression. Et tu dessines combien de positions différentes? Une seule? Une seule, généralement, parce qu'on n'a pas le temps. Tu fais quand même deux phases de dos, non? Face et de dos, c'est ça, mais on va dire, on lui donne un posing, tu vois, peut-être la main sur la hanche et basta, on va pas aller chercher plus loin parce que de toute façon, c'est l'animation qui va être leader là-dessus. C'est très fun à faire pour moi. En tant que chara designer, c'est ce que j'aime faire, tu vois, donner des expressions, donner des intentions de mouvement. En revanche, en production, je peux pas me permettre de le faire, notamment parce que c'est pas forcément demandé, mais en plus parce qu'on n'a pas le temps. Pour Mirage, on avait 2 ans de production, donc ça peut paraître long, mais en fait, c'est très court pour un jeu. Donc, il y avait beaucoup de personnages à créer, beaucoup de personnages du coup à réaliser en 3D, des recherches à faire, il y avait aussi des montures, des armes, enfin bref, il y avait plein de choses à faire. Et donc, dès qu'il y en avait un qui était fini, on passait à autre chose, quoi. Donc, le maximum, je pense, que j'ai eu sur un personnage, c'était 2 semaines. Alors que sur Shadows, on a pu faire jusqu'à 1 mois pour juste des sets de vêtements. Donc, c'était beaucoup plus agréable. Et vous êtes combien de chara designers, du coup? Moi, je suis seule à Bordeaux, dans le titre, mais je suis pas la seule à en faire, on va dire. Donc, il y a des concept artistes qui font de l'environnement, qui font des props. Donc, les props, c'est les objets qu'on va trouver en jeu, avec lesquels les personnages vont interagir. Et ils vont faire des ingrédients. Donc, les ingrédients, ça va être, par exemple, des slacklines, ça va être tout ce qui va être utilisé par le joueur pour aller d'un point A à un point B, j'ai des anglicismes qui sont assez insupportables. Activer un piège, tu vois, des choses comme ça. Donc, des objets que tu vas pas emmener avec toi, mais avec lesquels tu vas interagir aussi.
Et de temps en temps, ils vont être amenés à faire du Kara quand moi, j'ai pas le temps ou quand eux, ils en ont envie et que moi, je passe sur autre chose. Il y a un bon partage, on va dire, des tâches. Et ça dépend aussi du niveau de seniorité qui est demandé parfois, tu vois. Donc moi, j'étais junior sur Mirage. Maintenant, je suis passée confirmée, mais il y a eu des moments où il y avait besoin d'un senior artiste parce que voilà, il y a la productivité, il y a l'efficacité, des manières de travailler qui sont très différentes. Et un niveau de rendu parfois qui est demandé, qui est plus haut, tu vois. Donc ça dépend de plein de choses. Mais ça dépend aussi du temps. Je dirais c'est surtout le temps qui va faire que on est Kara designer ou pas, tu vois, en fonction des missions et des délais. Ok. Mais du coup, là, on parle de mes personnages. Mais comme je disais, la tiraille, toi-même, tu connais. Comment t'es venue cette idée et pourquoi? Bah, l'idée, elle est triple. La première, le premier point, c'est que ça existait historiquement. Les bouchers avaient des harnais à couteau C'est vrai. beaucoup moins stylisés, mais on avait. La deuxième, C'est-à-dire, c'est ils que avaient j'ai moins de joué couteaux, tu veux dire? Assassin's Creed jeune et que je me suis toujours dit que ça devait être vachement pratique pour garder ses couteaux sur soi, d'avoir un truc comme ça. Et la troisième, c'est juste qui allait le faire, c'est-à-dire un de mes potes qui s'appelle Charles, qui s'est mis à dessiner des harnais de nuit. Et quand j'ai vu qu'il faisait ça, je me suis dit, mais mec, fais-moi un harnais Assassin's Creed Mais pour tenir mes couteaux. Parce que dernier de nuit et là, ce qu'on a devant les yeux, c'est pas franchement la même chose. Comment Oui, tu bah, t'es c'est des dit, ça lanières peut de être cuir ça? qui tiennent des trucs, quoi. Donc pour moi, c'était enfin, moi, dans ma tête, c'était assez logique qu'il devait pouvoir me faire un harnais à l'Assassin's Creed pour mes couteaux. Ok, mais donc du coup, tu avais déjà l'idée en tête, c'est Ah oui, bien c'est sûr. pas lui qui t'a inspiré de faire ça. Bah, c'est pas que j'avais l'idée en tête, c'est que j'ai trouvé ça très pratique. Je trouvais ça trop stylé dans les films et je me disais que ça pouvait être vachement pratique en cuisine. Parce Ok, qu'en fait, la grosse problématique que tu as en cuisine, c'est l'entretien de tes couteaux. Et en fait, quand tu as les couteaux qui coupent, bah, tout le monde veut utiliser tes couteaux. Et c'est assez personnel les couteaux pour un cuisine, non? bah, c'est ton outil de travail, donc Ouais. c'est plus personnel que les casseroles et les poêles, par exemple, parce que tu peux avoir beaucoup de casseroles, beaucoup de poêles différentes et tu peux pas les prendre toutes en même temps. Mhm. Alors que ouais, les couteaux, là où en fait c'est plutôt le forgeron qui va être responsable de la bonne utilisation du bon fonctionnement de la casserole. Le couteau, tu as évidemment le forgeron qui va être responsable de la bonne création du couteau. Je vais arriver à faire Ouais. mes phrases. Mais derrière, l'entretien du fil, c'est le cuisinier qui le fait au quotidien. Et donc, en Ouais. fait, c'est pour ça aussi qu'il y a un côté un peu personnel, c'est que techniquement, passer une semaine d'utilisation, ton couteau, s'il coupe, s'il coupe ou s'il coupe pas, c'est à cause de toi, quoi. Ouais, d'accord. Donc voilà, ça c'est. Et quand tu disais les harnais de boucher, c'était moins stylisé, c'est quoi? Ils en avaient qu'un Ça seul ressemblait ou? beaucoup plus au harnais du bas, là où tu avais une ceinture et ensuite un truc, une lanière qui te tenait Ok. la jambe pour avoir les couteaux et les sortir comme Ils ça. avaient peut-être moins besoin de polyvalence aussi au niveau des couteaux? Bah surtout les bouchers, ils travaillaient avec beaucoup de très longs couteaux qui tenaient sur la cuisse. Mmh. Et tu as eu ça très jeune comme idée? Ou parce que tu Ah disais non, que les Assassin's Creed justement, tu as joué tôt? c'est arrivé il y a 4 ans. En fait, j'avais déjà Orgueil quand Charles a commencé à bosser sur le harnais. Mmh. OK. Maintenant, il y en a un différent par resto. Celui-là, c'est celui de colère, par exemple. Une autre chose dont on n'a pas parlé, c'est ta création du coup sur, YouTube, tous tes contenus avec les invités, être invité aussi. Pour cette première manche, ce seront des cuisiniers. Bonjour. Bonjour. Et je mettais du lait et de l'huile dans les pâtes. Ah, dans l'eau? Ouais, ça cuisait dans le lait et l'huile. Ok, on L'huile va... d'olive, évidemment. Ok, on essaiera. En fait, je crois que je serais mieux dans un PMU. Mais je trouve que la manière dont tu prends la commande, c'est un petit peu bienvenue chez McDonald's. Bienvenue au McDrive, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Comment est-ce que tu en es arrivé à ça? Parce que j'ai l'impression que tout s'est fait au même moment. Bah en fait, c'est venu très naturellement. En Ouais. gros, c'est encore une fois, comme je te disais tout à l'heure, chaque problématique a une solution. Donc, quand Benoît est arrivé sur Orgueil, moi j'ai ma charge de travail qui a diminué d'un coup. OK. Donc, je me suis dit que le gros objectif, quand tu as un lieu physique, c'est d'avoir une forme de constance dans ton remplissage pour ce qu'on appelle écraser les charges fixes, le loyer, l'électricité, etc. Ouais. Donc, comment tu écrases tes charges fixes? Tu fais plus de chiffre d'affaires. Comment tu fais plus de chiffre d'affaires? Soit tu augmentes ce qu'on appelle ton panier moyen, donc tu fais en sorte que les clients dépensent plus, soit tu fais en sorte d'avoir plus de clients. Et c'est là qu'interviennent les vidéos. Pour faire avoir plus de clients, Pour la il faut pub à faire la de la baisse? com, il faut D'accord. il faut donc remplir les restos. Et donc c'est comme ça que je commence à faire des vidéos.
en voulant quelque chose de très léché, très visuel, qui ressemble à Orgueil finalement, ou dans le sens où on laisse rien au hasard, mais en même temps en partant un peu de l'existant. Donc, on commence par faire un premier format vertical, ce qui est le plus commun sur les réseaux sociaux à ce moment-là. Et puis, on tourne 3 premières vidéos. À l'époque, on tourne de nuit, parce que les restaurants sont ouverts 7/7. Ok. Donc, j'ai mon équipe, soit je tourne très tôt le matin, soit Antoine, qui est mon premier techos, arrive à 23h et on tourne jusqu'à 3h du matin. Waouh. Ouais, Tu c'est dormais intense. quand? Tu dormais pas? C'était à l'époque où on n'était pas... Si, on était déjà ouvert au déjeuner. C'était une époque où j'arrivais déjà à me faire remplacer Ok. au déjeuner, parce que c'était des services qui étaient plus calmes. Et surtout, j'avais déjà, même si on avait déjà le rythme 7/7, j'arrivais déjà à avoir un jour off par semaine. Puis j'avais 3 ans de moins, j'étais jeune et pimpant. Mais d'ailleurs, alors personnellement, je t'ai connu avec du coup ton intervention chez Squeezie et avec McFly et Carlito aussi. Avant ça, il y avait déjà une grosse période où tu étais occupé avec cette chaîne YouTube et Squeezie. Alors, mon passage chez Squeezie, je n'avais pas tourné une seule vidéo. Ah, donc c'était j'avais ton commencé- premier test en fait. Ouais. J'avais commencé gentiment un peu avant McFly et Carlito. Ok. Au moment où je fais le tournage de McFly et Carlito, je pense qu'on a tourné 5-6 vidéos. Et en fait, quand on apprend avec Marion, ma manageuse, qu'on va passer chez McFly et Carlito, là, on se dit, OK, coup d'accélération. Là, faut qu'on produise, parce que potentiellement, c'est une occasion et une mise en avant qui se représentera pas tout de Tellement. suite. Donc, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Mais c'est déjà 4 mois, du coup, après la période dont je te parle, où en fait, on tourne des formats verticaux. Et en fait, il y a tellement... Comme mon métier, c'est chef, et que j'ai déjà au moins 10 ans d'expérience, Mhm. j'ai des choses à raconter. Et en fait, sur un format d'1 minute 30, qui est le format qui est censé être mis en avant sur les réseaux sociaux, j'ai pas le temps de C'est tout léger, expliquer. ouais, c'est léger. En fait, je voulais pas un truc ultra satisfaisant que tu consommes comme ça. Mhm. Je voulais vraiment expliquer, prendre les gens par la main pour leur montrer des petits tips et comment mieux cuisiner chez eux. L'étape suivante, que je comprends plus tard, c'est que Ratatouille, Gusto avait raison, tout le monde peut cuisiner. Et donc, en fait, l'idée, c'est de montrer que tout le monde peut cuisiner sur cette chaîne YouTube. Et pour ça, la meilleure manière, c'est de montrer que leurs idoles, leurs icônes peuvent cuisiner aussi. Et c'est comme ça que je commence à en arriver à avoir des invités. Donc d'abord, c'est des invités plus modestes. La première invitée sur la chaîne, c'est Cassandre, une de mes meilleures copines, qui est l'épouse d'un de mes techos. Ok. Et en fait, parce que c'est un vrai travail, déjà d'interviewer les gens, mais de le faire en même temps qu'on cuisine, C'est vrai. c'est pas évident. Ouais, c'est être animateur Et donc, c'est venu au fur et à mesure comme ça. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle du media training, donc c'est-à-dire de pouvoir raconter ce que je fais de manière synthétique, sans rien oublier, en utilisant des mots-clés bien précis. Et derrière, ça a été de poser les bonnes questions, d'être à l'aise à la caméra, tout en suivant ma recette, parce que là, on est assis, c'est cool, mais quand tu dois... Ouais, il faut rester concentré. Quand tu dois surveiller ta poêle en même temps, Ouais. et surtout qu'en plus, il y a un enjeu, puisque les plus gros invités qu'on reçoit, c'est sur une émission qui s'appelle Finis ton assiette, où je dois leur faire aimer un aliment qu'ils n'aiment pas. Donc, j'ai pas non plus le droit de me planter. Pour l'instant, on n'a pas eu d'échec, mais c'est parce qu'on se met aussi une petite pression. Mais du coup, est-ce que tu dirais que c'est Squeezie qui t'a... Enfin, ton intervention chez Squeezie qui t'a inspiré pour faire ta chaîne? Honnêtement, le niveau de production chez Squeezie, c'est du cinéma. Vraiment, c'est hallucinant. Ce que fait Théodore Bonnet, Unfold et toute l'équipe, c'est... Enfin, je sais pas si tu suis Théodore Bonnet sur Instagram, mais il poste des photos de céréales. Il est face à un mur de 80 caméras, et c'est pour faire du YouTube. Donc, jamais tu te projettes en faisant ça. T'arrives, moi, quand je suis arrivé sur le tournage du premier Imposteur, je te parle même pas de l'Imposteur maintenant, qui était le premier. Ouais, c'est vrai. Il y avait déjà, je sais pas, 40 personnes qui bossaient dans les bureaux, dans les bureaux qu'ils avaient. Pas le croire, hein. En voyant la vidéo finale, c'est difficile à croire. Ouais, mais parce que t'as toute la partie prod qui est là. Ils partageaient leur bureau à l'époque, sûrement avec d'autres gens, mais enfin, t'avais 4 cadreurs dans la pièce où on est pour l'Imposteur, et derrière t'as toute la partie production, toute la partie ingénieur, maquilleur, etc. Comment t'as été recruté pour cette émission? C'était le premier en plus. Eh bah, écoute, c'est assez drôle, mais Théodore
qui est un pote. En fait, je l'ai rencontré quand j'étais chef et que je faisais chef privé pour Big Flo. Et donc, Théo était pote avec Big Ah, Flo. t'as fait ça aussi, ok. Je savais Ah, pas que t'avais et été Théo chef est pote privé. avec- Comment? Je savais pas que t'avais été chef privé. Bah, j'ai fait ça après Covid. D'accord. En gros, quand je finis mon poste de chef où je gère une vingtaine de personnes, je me dis que j'ai travaillé en tant que chef dans 2 restaurants qui n'ont pas très bien fonctionné. D'accord. Donc je me dis, et j'ai l'impression que c'est pas ma faute, que la cuisine était bonne, etc. Donc je me dis, pourquoi ne pas lancer mon affaire pour avoir un point de vue un peu plus global, donc gérer à la fois l'équipe de salle, Mhm. la com, etc. Et comme ça, je me dis, au moins je fais mes propres erreurs et si ça flop, c'est ma faute. Et en fait, quand je termine ce poste, bah, il faut quand même que je mette de l'argent de côté. Donc je fais finalement du free. Donc je fais des dîners privés, je fais des créations de cartes pour des entrepreneurs qui n'ont pas forcément fait d'études de cuisine. Et je fais des cours de cuisine aussi. D'accord. Et c'est aussi ça que j'ai aimé retrouver dans les vidéos, c'est que il y a des recettes qui sont plus difficiles à faire, évidemment. Là, on sort une recette sur la bûche de Noël. La vidéo, elle fait 40 minutes, mais je pense que c'est vraiment 3 heures de travail. Ok. Mais en même temps, c'est méga intéressant d'apprendre, Ouais. de montrer ça. Et c'est aussi pour ça que je fais des vidéos. Ouais. Et t'essaies de cibler du coup tout un chacun parce que justement tu penses que la cuisine est accessible à tout le C'est monde. ça. Et c'est aussi pour ça qu'on continue de faire des formats verticaux pour des petits tips et des recettes un peu plus complexes et des interviews sur YouTube. Ok. Et c'est quelque chose qui te plaît encore et t'as envie de continuer J'adore. là-dedans. Ouais. Franchement, j'adore, c'est trop cool. Bah, déjà, j'ai une équipe à part entière maintenant pour le tournage. Pour les tournages, enfin, je travaille avec 2 fixes et il y a 5-6 free qui sont avec nous. Et franchement, c'est trop cool. C'est une autre équipe à côté de Benalois, même si les deux se complètent beaucoup. Et comment on reconnaît un bon chara designer? Je pense que c'est quelqu'un qui répond à la question, donc qui arrive à te montrer ce que le personnage est censé être, donc représenter vraiment l'identité d'un personnage. Donc pas que le visuel, mais aussi sa personnalité. Est-ce que quelqu'un qui va être plutôt enjoué ou quelqu'un qui est plutôt très égoïste, il faut que ça se voit visuellement en fait. Donc tu vas aussi avoir la symbolique des couleurs. C'est plein de choses qui jouent aussi visuellement, inconsciemment pour le C'est spectateur. quoi la symbolique des couleurs? Plein de questions. Attends. Cara designer, du coup, ça se joue aussi au niveau des formes. Donc, visuellement, il faut que si tu mets ton personnage en silhouette, c'est-à-dire juste tu le peins dans une couleur unie, il faut que tu puisses le reconnaître de loin. Et Ok. c'est ce qui marche pour beaucoup de persos très identifiables, c'est qu'ils ont des proportions très reconnaissables. Que c'est ce personnage et c'en est pas un autre. Si t'enlèves les couleurs, si t'enlèves tout ça, Mais t'as pas ce côté un peu Monsieur Tout le Monde aussi? c'est-à-dire Bah, je sais pas, je sais que alors moi j'ai joué vraiment au premier Assassin's Creed où en fait justement tu devais être un peu invisible dans la foule et justement Ah. est-ce que tu typiquement dans Assassin's Creed tu dois pas avoir enfin le main caractère comme tu le mets toujours en avant peut pas avoir un côté un peu Monsieur Tout le Monde. C'est ça le challenge en fait. Il faut qu'il soit invisible et en même temps il faut qu'il soit iconique pour qu'il vende le jeu. Donc Ça me prend l'argent. bien sûr, c'est censé être vendeur, c'est la pub en fait, c'est la pub de notre jeu. Donc il faut qu'il soit attirant. Malheureusement, c'est une vérité. Hein. Ce qui est beau vend plus que ce qui ne l'est pas. Et du coup, c'est quand même quelque chose qu'on doit garder en tête. Donc, pour prendre Bassim, par exemple, il est athlétique. Ça, c'est une obligation. Il grimpe. Ouais, c'est ça. Donc, il se bat, il grimpe, il faut qu'il soit silencieux, donc une musculature hyper sèche. En même temps, c'est quelqu'un qui vient du coup d'Iran et il faut qu'il soit typé. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on ne peut pas s'y soustraire. Et en même temps, il faut qu'il soit un minimum plaisant à regarder. Donc, dans le sens, il est passe-partout, c'est parce que géographiquement et historiquement, il s'insère dans cette culture. Et en même temps, pour le marketing, il faut qu'il soit un petit peu beau gosse. Beau gosse, quoi. D'ailleurs, de mémoire, je crois que quand il est sorti, on avait des trends de Hot Daddy Bassim, des trucs comme ça. Vraiment, Ah ouais on s'est dit, waouh, ça a marché. Ouais, vraiment, ça marche. Pareil pour Naoe Yasuke dans Shadows, ou enfin pour tous, en fait, finalement, il n'y en a pas un qui est vraiment moche, quoi, à part pour des préférences personnelles. Tu vois, Oui. tu pourrais trouver l'un plus attrayant que l'autre, mais globalement, il faut toujours qu'il soit vendeur. Déjà, le fait d'être athlétique, bon, ça aide. Et le reste, Après, on les voit tout pas se trop passe. torse nu dans Assassin's Creed, non? Pardon? On les voit pas trop torse nu dans Non, c'est pas du tout la volonté. Non. Et puis, de base, on a très peu de Après, scènes perso. Hein. Après, c'est parce que t'as une relation historique, mais il y a plein de personnages qui sont
moches et qui sont vendeurs quand même. Tu penses à qui, par exemple? Bah, je sais pas, les lapins crétins, je suis désolé, mais c'est pas le truc Oui, le plus ok. brillant. C'est marrant, tu vois. Oui, mais ça se veut pas être badass, iconique, tu vois, ça se veut Oui. être humoristique et déconnant. Donc Mm. là-dessus, ça marche. Tu vois, comme, je sais pas, Mario, par exemple, c'est pas un canon de beauté. Bah Et oui. pour autant, ça fonctionne parce qu'on est sur un univers totalement différent. Là, on est sur Oui. quelque chose de réaliste. Mais tu vois, c'est plus la tenue qui est iconique. Enfin, tu vois, Ouais, qu'est-ce qu'il transmet, Mario? Mario, tu veux dire le personnage en Ouais. tant que tel sur une jaquette? Ouais. Pour moi, un petit perso hyper dynamique, tu vois, qui C'est la pour le moustache, coup... ça. Pardon? C'est la moustache. Ah, c'était la moustache. C'est la moustache. La grosse casquette. Enfin, tu vois, les proportions un Mm. peu... Enfin, pas un peu d'ailleurs, totalement bizarres, en fait, si tu les Oui. transfères sur un humain. Donc, c'est ça aussi qui marche, tu vois, c'est qu'on Ça, se c'est un truc détache que- de la réalité. Là, justement, on veut s'y rattacher. Ok. Et donc, ben, on est sur un petit peu ce côté vendeur des magazines. Tu vois, des mannequins, des choses comme ça. Ben, c'est exactement la même chose. Ok. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, ça passe beaucoup par l'iconicité de sa tenue. Et c'est Mm. pour ça qu'on la travaille autant. Ça prend des mois jusqu'à ce qu'on arrive à avoir une tenue qu'on approuve. Mm. Mais est-ce que le truc est pas déjà iconique, en fait? Enfin, quel que soit... Enfin, c'est... Comment tu rends un personnage, une DA iconique, encore plus iconique? Je sais pas si Ah ma oui, question est claire. je vois. Enfin, tu vois, le premier Assassin's Creed était déjà iconique. Mm. Et quand tu pensais, en tout cas, quand tu disais Assassin's Creed, tu pensais harnais, tenue d'assassin et cape blanche. en gros. Exactement. Exactement. Et en Comment fait, tu rends le truc encore plus iconique? donc c'est ça le. Enfin, on va dire quand on crée le personnage principal, c'est le challenge principal, c'est de garder justement ces éléments qui datent du coup du 1, mais sans copier-coller, parce qu'il faut que chaque jeu soit différent. De toute façon, on est encore une fois dans une Oui, une question période historique. historique différente et une géographie différente. Du coup, il faut que ce soit différent. Et pour Bassim, l'iconicité, ça partait de OK, on est dans un pays arabe, un peu comme dans les premiers. Donc, il faut qu'on se détache quand même. Comment on le rend iconique? C'était via les pompons, surtout qu'on avait. On s'est dit, OK, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout exploré sur aucun AC. C'est ces petits pompons avec le châle qu'il a autour des épaules. Donc, ça, il n'y a qu'un seul assassin qui l'a, et c'est Bassim. Donc, c'est des petites astuces comme ça, tu vois, sans changer forcément le langage, comme tu dis, le langage visuel qu'on a de base. C'est juste rajouter des éléments, rajouter des petits props. La lame, effectivement, il faut qu'elle soit hyper différente d'un AC à un autre, donc c'est beaucoup de travail aussi. Et ben, il faut que ce soit joli aussi, tu vois. Tu peux mettre un pan de robe, mais ça peut être très joli, comme ça peut être un peu fade. Et il faut aussi penser aux contraintes techniques, encore une fois. C'est pas pour rien qu'on a 3 pans de robe, c'est qu'il faut qu'il puisse bouger avec ses jambes sans avoir une robe qui le tient, ou une jupe ou quelque chose qui le tienne trop fort au niveau des jambes. Pareil, il faut que ce soit libre en haut. Tout ça, en fait, finalement, c'est beaucoup de recherche logique, on va dire. Et ça t'intéresserait pas d'être à l'origine d'une nouvelle gamme de jeux, enfin, du coup, d'un premier jeu qui deviendrait iconique? Enfin, tu vois, être au moment de la piste de réflexion, mais c'est peut-être le directeur artistique qui s'occupe de ça plutôt. Tu Sur vois, une autre piste, une autre licence, Ouais. tu veux dire? Si, bien sûr, ça m'intéresserait. Et puis, pourquoi pas en faire, tu vois, dans le futur. Je suis pas du tout fermée. C'est juste que, ben, là, à Bordeaux, on a eu plusieurs Assassin's Creed à faire. Donc, il y avait eu Valhalla qui est passé. Il y a, du coup, Mirage et Assassin's Creed Shadows. Euh, c'est juste qu'on a eu ces projets-là dernièrement, mais on n'est pas du tout fermé à créer quoi que ce soit d'autre. Ça se trouve, c'est dans les petits papiers, j'en sais rien, tu vois. Mais pour l'instant, c'est en cours, on va dire. Mais ce sera un sacré challenge. Ça, c'est Ouais. pour sûr. Parce que créer une direction artistique de rien, ça prend du temps. Donc, il faut aussi se prendre ce temps-là de R&D, en fait, de tester, de Bien voir ce que ça peut donner. Là, on est sur une direction artistique très réaliste, comme tu dis, avec les lapins crétins, Rayman. Je sais pas, il y a eu Prince of Persia aussi, le dernier qui est très stylisé. Pourquoi pas prendre ce pas-là, ou alors un entre-deux. Mais en fait, il y a tellement de choix qu'il faut se prendre le temps de les faire. Et c'est ce qu'on n'a pas forcément en prod. C'est pour ça qu'on fait des séries Il y a aussi. personne qui crée en prenant le truc complètement à l'inverse, en disant ok, je dessine le personnage de mes rêves que je trouve le plus stylé, je sais définir pourquoi il est comme ça sur chacun des trucs, et du coup je crée un univers créatif autour de lui. Peut-être que ce serait possible dans un petit studio de jeux indé.
peut-être, j'en sais rien, j'en ai jamais fait. Mais pour le monstre qu'est Ubisoft, je peux pas Le m'imaginer. monstre, c'est péjoratif, Le attention. monstre, non, le monstre enfin, Oui, c'est énorme, l'énorme quoi. machine qui Voilà, est c'est ça. Ubisoft, bien sûr. Il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées dans chaque projet. Tout est source de processus, de validation. Je peux pas m'imaginer qu'un perso qui plaise, il faut qu'il plaise à tout le monde, Ouais, à bien sûr. l'édito, à Yves Guillemot. Ouais, non, Il bien faut qu'il sûr, plaise à bien vraiment sûr. beaucoup de gens. Ok. Je pense pas que ça puisse porter un projet. Ok. Il faut vraiment que tout le gameplay il soit validé, donc le gameplay c'est voilà les règles du jeu pour ceux qui savent pas. Et Je pense que les gens qui l'environnement. regardent la vidéo savent ce que c'est un gameplay. J'espère. Je sais pas. Au cas où, Sinon, je bienvenue, préfère le hein, salut, spécifier. Bonjour, bienvenue. L'environnement, enfin que tout soit réfléchi et qu'on ait une vraie histoire à porter. Je pense que la narration joue beaucoup dans un jeu, qu'elle soit très visible ou pas. Bien sûr le gameplay. Donc qu'est-ce qu'on propose de nouveau? Sans parler d'un Assassin's Creed, Oui. là je te parle d'un autre projet du coup. Tu m'as pas répondu sur la symbolique des couleurs. De comment je l'utilise? Que symbolisent mes couleurs là sur moi? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans chaque culture, déjà, c'est différent. Nous, on arrive avec nos yeux de français, enfin d'européens, je vais dire. On sait très bien que le rouge, par exemple, c'est une des couleurs qui crée le plus d'émotions, donc autant pour le danger que pour la passion, par exemple. Toi, le bleu, c'est la sérénité, le calme, tu vois, mais ça peut aussi être quelqu'un de très froid calculateur, par exemple, tu vois. Attention, le blanc, pour le coup, c'est l'innocence, tu vois, c'est l'envie voilà, d'arriver blanc comme neige, quoi. Vraiment, c'est l'expression, elle n'est pas là pour rien. Okay. Le calme, de nouveau. Et là, je sais pas, c'est peut-être du rouge marron. Ouais, c'était plutôt rouge. Là, on est côté cuir, donc c'est des couleurs qui n'ont pas forcément beaucoup de symbolique, parce que le cuir, ça a sa propre couleur. Mais donc on va dire que ça joue pas dans un personnage. Donc la couleur de peau, donc le beige ou le marron ou le noir, ça ne joue pas sur le personnage dans son identité parce que c'est son ethnie. Comme les choses qui ne vont pas changer de couleur, comme le métal ou le cuir. On va jouer un petit peu sur le métal, sur est-ce que c'est quelque chose de très usé, ou alors on va plutôt choisir un bronze, ou un cuir, l'argent, de l'or. Mais du coup, ça joue moins. En revanche, la symbolique des couleurs, elle est essentielle quand on a des personnages forts, notamment. Donc, c'est très important qu'on choisisse non seulement la symbolique des couleurs, mais aussi la quantité de couleurs qu'on met sur eux. Si c'est quelqu'un d'enjoué, évidemment, on va pousser la saturation, on va s'amuser. On parlait de Mario, par exemple, tout à l'heure. C'est un personnage qui est très saturé. L'Assassin's Creed, pour le coup, pas du tout. On est plutôt sur quelque chose de très neutre. Et pourquoi vous avez choisi le bleu, par exemple, culturellement? Ça représente quoi? C'était dans le lore d'Assassin's Creed, le bleu, c'était pour les apprentis. Et donc, quand il passe maître assassin, il a le rouge. Il a la ceinture rouge. Voilà. Et ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est un peu comme des ceintures de Dan au judo. Là, c'est un apprenti, là. Oui, là, c'est l'apprenti. Exactement. Donc, là, c'est pour le lore, pour le coup. Mais tu vois, le pantalon noir, les bottes de cuir marron, etc., tout ça, on peut pas trop y jouer. Et pour le coup, il a juste un foulard rouge, pas très saturé de nouveau. Il est censé être passe-partout aussi. Hein, donc, faut faire attention à ça, de pas trop le rendre fluo. Oui, puis le blanc, c'est déjà tellement iconique que... Exactement. Mais pour toi aussi, la symbolique des couleurs, elle est hyper forte, je suppose. En fait, tu joues avec. En fait, dans les restos, tu peux pas faire n'importe quoi parce que justement, le but, c'est que dans un restaurant, tu te sentes bien. Tu peux pas mettre des couleurs trop criardes. Faut vraiment. Le but, c'est que tu passes un bon moment. Donc, tu peux. L'aspect décoratif ne doit pas primer sur le bien-être. Enfin, le ressenti de bien-être. Malgré tes thèmes orgueil, colère, bien sûr. ouais. Bien sûr. Donc, en gros, on va plutôt aller chercher des couleurs chaudes. On va plutôt aller chercher des couleurs, je vais dire pastel, mais en tout cas pas trop criardes. Après, tu as des restaurants qui fonctionnent différemment. Mais je sais pas si tu as déjà été dans un restaurant avec une lumière très blanche ou avec les murs très blancs. Ouais. C'est pas confort. Non. Tu t'y sens pas très bien. Non, on est d'accord. Mais là, tu parles de tes restaurants. Est-ce que dans tes plats, ça a une importance aussi? Alors, je pense que pour certains, oui. Pour moi, non, parce que je suis les couleurs naturelles des produits. On n'utilise pas du tout de colorant. D'accord. Après, tu as beaucoup de chefs qui, même s'ils le font de manière naturelle, aiment bien choquer un peu sur la couleur parce que tu t'attends en fait à manger quelque chose. T'as des chefs qui sculptent quelque chose pour qu'il ait la forme de quelque chose d'autre en trompe-l'œil. Le color pour que ça ait cette forme-là, et en fait, c'est autre chose. Celui qui est très fort là-dessus, c'est Adrien Cachot, qui a été finaliste de Top Chef, qui a un menu qui est hyper déroutant, c'est-à-dire que même moi qui ai quand même l'habitude de goûter des trucs,
j'ai rien compris de ce que j'ai bouffé C'est vrai. du début à la fin. Ça, c'est impressionnant. Ah, c'est stratosphérique ce qu'il fait. Mais il y en a aussi qui mettent juste, tu vois, des petites fleurs, qui rajoutent du vert, de la salade derrière. Pour, Bah après, oui, il faut que ce soit joli visuellement, tu vois, mais le monochrome peut être très beau, comme là sur. Enfin, c'est une question d'équilibre. C'est vrai que je pourrais étudier un petit peu ça parce que c'est peut-être un truc qui, en tout cas, qui gagne à être connu. Mhm. De comment le cerveau réagit pour trouver un truc beau, pas beau, etc. Bah, surtout que tu parlais des 5 sens en restauration. Et le visuel, bah, c'est la première chose que du coup Ah oui, tu bien sûr. vois. Mais après, je suppose qu'il y a un travail qui est fait sur les Ah, mais assiettes. après, oui, les assiettes sont bien sûr. belles quand même, mais j'ai jamais étudié vraiment qu'est-ce que tu ressens et pourquoi tu trouves quelque chose de beau ou non. Et peut-être que nous, ça pourrait nous aider dans nos univers créatifs. Tu vois. Et bah, sur ce, j'espère t'avoir inspiré sur certains trucs. Tu m'as Bah, inspiré c'était trop bien sur comme d'autres petite choses. conversation. Ouais. Trop bien. Bah, merci beaucoup. Ouais, Bravo, merci c'était à trop toi. bien. Merci à toi.